Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom d'Endemen Switzerland, organisateur de cette conférence à Genève, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre appel ce soir, et ce, pour en savoir plus sur la prostitution et ses effets néfastes, non seulement sur les femmes, mais également sur la société dans son ensemble. J'aimerais vous présenter notre conférencière principale, Madame Valérie Tender, originaire du Québec et survivante de l'exploitation sexuelle. Ce soir, elle apportera un éclairage inspirant sur les questions liées à la prostitution et à la violence qui y est associée. Valérie a régulièrement pris la parole dans les médias canadiens et lors de conférences organisées par des associations féministes, telles que Filia et le mouvement d'UNID. Par ailleurs, elle est également musicienne et coparticipante du podcast La vie en rouge. La première fois qu'un homme m'a offert de l'argent pour du sexe, j'avais 16 ans. Et ça fait écho à la normalité de la plupart des personnes en situation de prostitution, puisque vous allez voir, je dis jamais se prostituer, parce que pour moi, c'est quelque chose que les hommes nous font. Donc, on est prostitué par les hommes. Je dirais pas travail du sexe, parce que je considère que c'est ni un travail ni du sexe. Les mots nous donnent beaucoup de pouvoir sur quelle idée on a accès. Donc, quand on parle de travail du sexe, on vient déjà de pas se questionner est-ce que c'est un travail ou pas. On vient déjà de bypasser cette étape. Et je trouve ça problématique. Donc, en fait, si moi, je suis à l'aise de parler d'exploitation sexuelle, parce que je suis d'avis qu'on exploite une sphère de l'intime qui ne devrait pas être sur le marché, ça reste que mon terme exploitation sexuelle, je comprends qu'il est militant et qu'il est chargé, tout comme le terme travail du sexe, qui, by the way, a été inventé par le lobby proxénète américain. Donc, les deux termes sont chargés. Alors, si on veut parler d'un terme neutre, on prend le mot du dictionnaire qui est prostitution. Et moi, ce que je trouve assez drôle, c'est quand je parle dans les médias, c'est souvent arrivé que les journalistes changent les mots que j'emploie pour parler de moi-même. Donc, je vais me décrire comme une survivante de la prostitution ou de l'exploitation sexuelle. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils mettent en titre d'article? Une ancienne travailleuse du sexe. Alors, je me questionne, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils pensent que c'est plus poli de m'appeler une travailleuse du sexe? Mais bref, moi, ça me dérange, donc j'ai déjà écrit un article là-dessus. Cessez de changer les mots qu'on utilise pour parler de notre vécu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, la première fois qu'un homme m'offre de l'argent pour du sexe, non seulement je dis oui, mais je suis business, je suis détachée, je me sens cool, j'ai l'impression que je sais quoi faire, je comprends ce qu'on attend de moi. Mais ça, c'est que des années plus tard en thérapie où je vais être capable de comprendre. Parce que initialement, moi, il y a des facteurs dans ma vie qui me conditionnent à trouver ça cool puis normal, mais j'y ai pas accès encore. Ensuite, à l'âge de 17 ans, je suis vraiment dans la prostitution à temps plein. À temps plein, ça veut dire 5-6 soirs semaine, dans des bordels, sur la rue, j'ai tout essayé. J'ai pas particulièrement aimé les agences d'escorte parce qu'ils prenaient trop une grosse part, puis ça me dérangeait énormément, donc j'essayais d'être autonome. Dans les bordels, quand on dit que la prostitution, pour moi, on parle de gradient de sordide. Okay? Donc, que tu fasses un client dans une ruelle ou que tu la fasses dans des draps de satin, pour moi, la violence en soi, et c'est pour ça que les gens ont de la difficulté quand on dit c'est du viol tarifé, c'est que pour moi, de devoir mettre notre désir, nos sensations, etc. sur pause pour offrir une sexualité de service, pour moi, d'accueillir dans notre corps des pénétrations non désirées, c'est en soi une violence. Donc, il n'y a pas besoin de violence additionnelle. Il n'y a pas besoin de t'étrangler, il n'y a pas besoin de te frapper. Juste en soi, de devoir me déconnecter de moi-même et d'être en mode « j'offre une sexualité de service », c'est une violence qui est genrée, et par genrée, je veux dire sur la base du sexe. C'est une réalité qui est vraiment basée sur le déséquilibre homme-femme. Et même quand les personnes trans ou les jeunes hommes gays sont achetés dans la prostitution, ils sont achetés et avilis de la même manière qu'une femme le serait. Donc, c'est quand même vraiment des hommes qui achètent des personnes vulnérables, dont la majorité sont des femmes. Et même, comme je vous dis, on parle de femmes vulnérables, on parle de femmes, je ne sais pas quel terme est politically correct ici, racisées, peu importe. Mais plus on est vulnérable, plus on est précaire, plus on est à risque d'être prostituable. Donc, même au Canada, moi, techniquement parlant, j'étais une pute de luxe. Je vaux cher, je suis blonde aux yeux bleus, je suis parfaitement bilingue. Donc, en théorie, moi, je vaux cher et il n'y a pas un lieu de prostitution qui m'a jamais refusé. Par contre, une femme noire, une femme autochtone, s'il y a des gradients, ici, ça va être quoi? Les personnes roms qui vont valoir le moins cher? Nous, ça va être les personnes autochtones. Donc, il faut penser à ça. C'est vraiment, même si j'étais dans une niche considérée plutôt de luxe, je suis quand même blessée parce qu'il arrive un point où je réalise le coût de la dissociation dans mon corps. Et quand je parle de prostitution légalisée en intérieur, il n'y a pas de prostitution plus systématique que quand c'est légalisé en intérieur parce que tu es physiquement parké, tu es stationné sur place avec les hommes qui défilent l'un après l'autre. Donc,
oui, c'est plus sécuritaire, entre guillemets, dans le sens que tu es dans un lieu avec peut-être un gardien de sécurité à la porte, peu importe, mais ça reste que la violence peut être interne. C'est le crime organisé. J'ai été exposée à des fusillades, à des deals de drogue, à des trucs dangereux auxquels, si je les vois, ça me met en danger. Il y avait une fusillade dans un des clubs dans lesquels je travaillais. Donc, bref, c'est toujours, on est sur des gradients de sordide. C'est une vie dangereuse dans laquelle on est exposé à des hommes dangereux, que ce soit les clients ou ceux qui sont les tenanciers des lieux dans lesquels on est. Le jour où il y a une fusillade, c'est quoi la première chose que les gérants ont fait? Sont descendus dans le sous-sol, sortir des trucs du coffre-fort. Donc, comprenez, là, on est toujours en contact avec le crime organisé, le blanchiment d'argent, dès qu'on est dans ces univers-là. Donc, la prostitution structurée en intérieur, je veux que vous réalisiez ce qu'elle a d'obscène dans sa façon d'être systématique. Premièrement, le message que ça m'envoie socialement, c'est que mon gouvernement cautionne mon proxénétisme, puisque mon gouvernement octroie des permis d'opération à ces commerces-là. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre vocabulaire, moi je dirais une licence d'opération. Donc c'est soit il y a un zonage érotique dans lequel les clubs de danseuses ont un permis qui renouvelle année après année, donc ils payent des taxes, ils sont enregistrés auprès de la ville. Il y a les salons de massage érotique qui sont même chose. C'est pas des soins de santé qui sont offerts là, c'est littéralement de la prostitution, du proxénétisme. Et la ville, en appuyant ça, malgré la loi fédérale canadienne, parce que nous, on a la loi abolitionniste que je vais tenter de vous expliquer après, mais je pose les bases de vous dire, le message que je reçois, c'est la société dit, nous, on est d'accord qu'il y ait des commerces avec pignon sur rue qui offrent ça aux hommes. Donc moi, mon combat, c'est pas contre les personnes en situation de prostitution. En fait, je passe très peu de temps à me questionner si elle veut ou pas, si c'est son choix ou pas. Je veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est pas mon combat. Mon combat, c'est de dire aux hommes d'arrêter de nous acheter, d'arrêter de monnayer notre consentement. Donc, et les tierces parties d'arrêter de structurer notre vente. Donc, moi j'ai une dent contre les clients et les proxénètes, pas contre les personnes en situation de prostitution, parce que je me suis moi-même leurrée pendant 6 ans de ma vie. Donc, clairement, je vois une personne en situation de prostitution, je me sens complètement démunie. J'ai juste envie de dire, ben, on en reparlera dans 10 ans. Je peux pas te dire ce que tu sais pas, je peux pas te prédire ce que tu risques de vivre dans ton corps le jour où la dissociation lâche et fonctionne plus, où tes mécanismes de défense sont plus suffisants. Donc bref, je veux pas rentrer là-dedans, c'est pas ma force. Ma force à moi, c'est d'aider une femme qui est en processus de sortie et qui, en fait, elle s'en veut. Elle va se dire souvent, mais comment ça se fait que j'ai accepté ça, que j'ai cru que c'était mon rôle en société? Et elle se culpabilise. Et ma job à moi, c'est lui faire comprendre toute la structure au-dessus d'elle qui commande son entrée et son maintien en prostitution. On est dans une société porno-prostitutionnelle qui veut qu'il y ait des femmes sexuellement disponibles. Je vais aller plus loin. Le fait qu'il y ait 2 types de femmes, on est dans le sempiternel, la mère et la putain, ben le problème, c'est que ça empêche même les femmes d'avoir accès à la sororité entre elles. C'est vraiment grave, parce que tu as une sorte de femme à la maison qui est bonne, qui fait les enfants, qui fait à manger, et tu as la sorte de femme qu'on achète et qu'on n'a aucune responsabilité envers elle. Donc, on est encore dans la mère et la putain. Et on monte les femmes les unes contre les autres, parce qu'il y a littéralement, elle ne veut pas nécessairement être méchante, mais elles se sentent tellement loin de ces femmes-là que les bonnes madames de maison vont dire, ben, c'est normal, il faut qu'il y ait des putes, les besoins des hommes. Quel besoin? Excusez-moi, mais la sexualité avec autrui est nulle part dans la pyramide de Maslow. C'est pas un vrai besoin. C'est vraiment qu'on n'inhibe pas ton accès à ta sexualité, c'est une chose, mais la sexualité qu'une tierce personne, ça sous-tend que cette tierce personne-là est une personne. Donc, bref, j'essaie de vous faire comprendre une vision de société. J'ai été 6 ans dans l'industrie du sexe. J'ai commencé par le pire, la prostitution, et pendant les 6 ans, mon père était mon chauffeur. Donc, quelle chance j'avais. C'est ça que je vous dis, j'essaie de vous amener à comprendre un déclic à la fois. Parce que moi, à l'époque, je trouvais ça fucking cool que mon père soit mon chauffeur. Je me disais, hey, c'est génial, il me demande pas d'argent en plus, il m'amène travailler dans les clubs, dans les bordels, il me dépose, je suis en sécurité. Moi, je ne voyais pas le problème. Vous savez, c'est quand j'ai vu le problème? C'est le jour où il y a eu une dissonance dans ma vie. Le jour où j'ai voulu mieux pour moi-même et que j'ai réalisé, oh my God, tu veux vraiment pas mieux pour moi? Et ce jour-là, on était dans le stationnement d'un club de danseuses. Ça faisait 6 ans que j'étais là-dedans. Les 2 dernières années, j'avais mal au dos à cause des talons. J'étais plus capable. C'était une violence dans mon corps de me faire toucher, d'être dans ce rôle de con dans lequel on doit prétendre, puis sourire. Et puis, j'étais plus capable parce que j'étais retournée finir mon école secondaire aux adultes à 23 ans. Et tout à coup, le contraste devenait invivable parce que ce qu'on attendait de moi sur les bancs d'école était tellement en dissonance avec ce qu'on attendait de moi dans les clubs le soir. Et c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. C'est de me valoriser dans une identité différente de celle de femmes sexuellement disponibles, de réaliser, merde, j'ai de l'intelligence, j'ai des capacités, j'ai envie d'être en sécurité, j'ai envie d'arrêter de me sentir sale, j'ai envie d'arrêter de me mettre en danger.
La dernière fois que j'ai travaillé dans un club de danseuses, ça escaladait à Montréal parce que si avant c'était des danses sans contact, c'était rendu des clubs avec des danses contact partout. Ça veut dire que les hommes ont le droit de te toucher les seins et les fesses. Donc tu danses comme un peu comme une lap dance à l'américaine. Je sais pas si vous visualisez, tu te frottes dessus puis ils te touchent. Mais moi, là, c'était une violence inouïe dans mon corps parce que j'essayais d'en sortir tranquillement. Mais en même temps, je maîtrisais que les codes de l'industrie du sexe. J'étais là-dedans depuis l'âge de 16 ans. J'avais jamais fait de CV, jamais eu de vrai emploi. J'étais en train de finir mon école secondaire aux adultes. Donc, moi, je savais à quel point je partais de loin. Mais en plus de ça, je percevais les hommes de pouvoir et les hommes comme les patrons, les gestionnaires, je les percevais comme des clients potentiels. Comme la sorte d'homme qui pourrait te dire, ben, t'es juste une pute et monnayer ton consentement. Donc, ma relation aux hommes, à l'argent, à ma façon de gérer mon temps, tout était perturbé par l'industrie du sexe. En plus, j'avais jamais fait d'impôts. J'étais complètement en marge de la société. Souvent, j'argumente que la prostitution, une autre chose que ça fait à la plupart des personnes, c'est que ça nous maintient comme des mineurs au niveau économique. On est complètement déconnectés de la société. Donc, si à l'époque, au début du siècle, une femme passait de la propriété du père à la propriété du mari, elle n'avait pas de compte en banque, elle était mineure au niveau économique, mais dans la prostitution, l'homme, en plus, a réussi à se déresponsabiliser. Il n'y a pas à lui mettre un toit sur la tête, il peut payer par acte sexuel. C'est pratique, c'est vraiment génial. Alors moi, j'argumente qu'il faut cesser d'aménager la sexualité des hommes parce que ça ne fabrique pas des bons hommes. Moi, je veux pas des hommes qui ont une empathie compartimentée. Parce que vous le savez ce qui se passe. Il peut pas se demander, mais comment ça se fait que tu fais ça, que t'es là, qu'est-ce qui t'arrive? S'il se demande ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est une évidence. Donc, la job de la femme en situation de prostitution, c'est de prétendre, et la job du client, c'est de s'en foutre. Comprenez-vous le jeu de con dans lequel on est? On n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans l'égalité homme-femme. Moi, ça me rend folle. Je comprends pas que ça saute pas aux yeux des gens. Et que, comment vous expliquez ça à vos enfants quand vous marchez dans la rue et qu'il y a des bordels? Comment vous leur expliquez, ah, ça, que tu vas voir quand t'es grand, t'as ce privilège-là, toi, mon garçon? Comment on explique ça aux enfants? Il y a une sorte de femme qu'on achète. Moi, ça me rend folle. Bref. Comme je vous dis, je suis pas, si une femme, là, je prends, écoutez, il y a tellement d'idées dans ma tête, vous comprenez pas jusqu'où ça peut aller. Je vais essayer de, je suis étourdissante, mais j'ai comme 10 ans de pédagogie à vous lancer. Donc, on est dans un monde dans lequel on aménage la sexualité des hommes. Pourtant, il y a eu le MeToo, on essaie de dire l'égalité, femmes, hommes, etc. Mais on a cette espèce de privilège patriarcal-là qu'on remet pas en question. Comme je vous dis, moi, je veux pas trop passer de temps sur est-ce qu'une femme, c'est son choix ou pas, parce que je comprends qu'elle doit avoir des rationalisations pour être capable de le faire. Moi, j'étais dans une niche plutôt de luxe, je me trouvais très cool, je faisais de l'argent, malgré que l'argent rentrait, elle sortait aussi vite qu'elle rentrait, parce que quand on se fait mal et qu'on est dans la négation de notre essence profonde, l'argent sort aussi vite qu'elle est rentrée. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a les addictions, il y a tout le reste, il y a la désaffiliation à la vie normale, je veux dire, quelqu'un qui nous aime ne veut pas ça pour nous, donc souvent on leur cache. Donc vraiment, ça fait qu'on mène une double vie. Moi, je trouve que c'est jamais sain, une double vie. Je vous donne un autre exemple. Une personne gay qui doit cacher pendant longtemps sa famille, c'est dissociant, c'est malsain de vivre une double vie. Donc moi, je suis contre tout ce qui est dissociant. C'est pas compliqué. Donc je suis contre la prostitution, notamment parce que c'est dissociant. Je suis contre les doubles vies. Je suis contre le fait de s'aliéner à soi-même. Je pourrais même aller plus loin. Je suis contre le monde du travail tel qu'il est, mais ça, c'est un autre long sujet très de gauche radicale. Alors, si on a cette sorte de monde-là, mais je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions par rapport à la prostitution, je pense qu'on oublie de visualiser c'est quoi la réalité de quand c'est ton normal. Donc moi, il n'y a que dans un club légal, c'était pas vraiment légal, mais c'était dans le sens que ça a l'opinion sur rue, c'est un commerce. Je vous explique, je veux que vous compreniez comment ça marche. C'est un club de danseuses, donc tu rentres, il y a une scène, les filles une après l'autre. Premièrement, on n'est pas payé pour ça, on n'a pas de salaire de base, au contraire, on paye à chaque jour pour le droit de travailler. Tu vas sur scène, c'est comme ta pub pour te faire acheter. Donc là, tu vas sur scène, s'il y a 18 filles dans le club, ben chacune on passe, puis ensuite on recommence la liste, puis toute ta soirée, c'est ça. C'est d'aller sur scène, il faut que tu saches c'est quand ton tour, il faut que tu aies des costumes. Nommez-moi un emploi dans lequel tu as un habillement fait pour ça qui n'est pas remboursé. Tu sais, par exemple, si tu es dans le domaine de la construction, j'imagine que l'employeur doit te fournir les casques, les bottes, des choses comme ça. Bref, ça marche comme ça dans mon pays. Mais nous, l'argent sort, on paye, on n'a aucune des protections des normes du travail, on n'est pas déclaré. Bref, c'est un univers parallèle. Et c'est bien beau d'argumenter que si on donne la possibilité de s'enregistrer et d'être légal, que les femmes vont le faire, mais ils l'ont fait en Allemagne et sur
Je vous parle de statistiques d'il y a plusieurs années déjà, mais il y a plusieurs années, il y avait déjà répertorié 400 000 femmes en situation de prostitution en Allemagne. Et quand ils ont offert la possibilité de se régulariser et d'avoir les bénéfices sociaux qu'ont tous les autres emplois, c'est un chiffre absurde, le nombre de femmes. C'est moins de 100, je pense, le nombre de femmes qui se sont inscrites. C'est absurde. En plus, en Allemagne, c'est qui les femmes en situation de prostitution? C'est des femmes d'Europe de l'Est et des femmes d'Afrique du Nord. Donc, on parle de 5% de femmes allemandes. Quand on vous dit que le lien entre la traite et la prostitution, il est impossible à ne pas faire. Ça prend de la traite humaine pour remplir les bordels. Et qu'est-ce que le client... Le client qui achète la jeune de 14 ans, c'est le même qui achète celle de 19 dans un bordel. C'est le même. Il va aller pour le plus cool qu'il peut avoir. Si tu lui offres une de 14, il y a des maudites bonnes chances qu'il la prenne. Donc, c'est la demande des clients. C'est pour ça que, par exemple, l'organisation qui m'invite ce soir s'appelle End Demand Switzerland. Le but, c'est d'attaquer la demande. C'est pas, moi, j'attaque pas l'offre. La femme qui, pour une raison ou une autre dans son parcours de vie, pense que c'est son rôle, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est la demande. Parce que les femmes, en fait, elles se mettent pas joyeusement en vente à 14 ans à dire « Moi, c'est mon choix, je vais être une pute heureuse. » Personne, OK? On s'entend, ça nous fait mal quand on sait que quelqu'un qu'on aime est embrigadé là-dedans. On est conscient du niveau de danger. Si on essaie le moindrement de s'imaginer c'est quoi sa vie. Donc, je retourne à mon bordel, là, mon beau bordel super fonctionnel. Là. Alors, ça a l'air d'un club de danseuses. Dans les cabines, il y a des cabines dans lesquelles on va avec les clients pour faire les services sexuels. En théorie, c'est juste des danses. Mais on va faire les services sexuels. Et dans les cabines, il y a une lumière qui peut clignoter. Donc, si jamais la police fait une descente, ben, la lumière clignote, donc on cache les préservatifs, on fait comme si on fait juste une danse, tout va bien, on arrête, tu sais. Donc, il y a une mise en place d'une façon de mentir. Il y a le fait que c'est clair que le club paye la police, donc on le sait quand il y a des descentes. Ensuite, ça va plus loin. Pour qu'il n'y ait aucune trace de préservatif, de lingette ou de signe incriminant qu'il y a de la prostitution, dans la loge des femmes, on avait au mur la trappe qui est comme pour un aspirateur central, dans lequel on branche le tuyau. Et là, on envoyait les condoms, les lingettes, tout disparaissait. Donc, si la police faisait une descente, ils ne trouvaient aucune preuve matérielle qu'il y avait de la prostitution. C'est ça, la prostitution systématisée. Mais ça va encore plus loin. Si on va en Allemagne, on paye un prix fixe pour une bière, une saucisse et des femmes. Et on a un menu qu'on peut choisir. Imaginez-vous sur un menu quand il y a gangbang. Comprenez-vous la réalité des femmes? Les types de l'anal, plein de choses qui sont... La raison pour laquelle les hommes vont aux putes, c'est parce qu'ils veulent faire sur les femmes en situation de prostitution ce que leurs femmes ne veulent pas faire. On sait que c'est près de la moitié des clients de la prostitution qui sont en couple. Donc, premièrement, quand je vous dis que ça polarise les femmes dans une situation dans laquelle on a de la difficulté à être sorores les unes envers les autres, puisque la femme à la maison, elle la méprise, la pute. Mais la pute à la maison, elle comprend pas la réalité de l'autre. Donc, ça crée un fossé immense entre les femmes. Et puis, de penser que c'est correct de donner ça, c'est comme, ça expose la femme à la maison. Vraiment, on s'entend, c'est carrément de l'infidélité, là, même si on le justifie. En Allemagne, les hommes peuvent aller se faire tailler une pipe sur l'heure du dîner, là, c'est fou, là. Donc, quelle sorte de société ça commande et ça fabrique qu'on ait ça? Donc, moi, en tout cas, bref, je peux pas cautionner ça. Donc, je retourne maintenant dans le stationnement d'un club de danseuses. Ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Je suis, comme on dirait au Québec, à bout, plus capable. Et j'annonce à mon père, papa, j'ai eu une bourse d'études pour aller à l'université. Il y a des gens qui croient en moi, qui veulent me payer l'université. Je suis plus capable de danser. Ça me tue, ce qu'on attend de moi le jour, le soir. Ça fait 6 ans, là, je suis plus capable. Et qu'est-ce que mon père me répond? Ben là, comment tu vas payer le loyer? Là? Tu peux pas arrêter. Là. Et ce n'est qu'à ce moment-là où mon univers s'est effondré. Avant, moi, je trouvais ma vie cool. Je me disais, mon père, il me juge pas, il m'amène travailler, il n'y a pas de problème. Moi, à 17 ans, j'allais dans les soirées fétichistes avec mon père. Vous comprenez pas comment je reviens de loin. Moi, j'ai connu tout. J'étais une petite vedette dans la scène fétiche sadomaso. Mais j'étais mineure, j'étais déjà là-dedans et j'étais déjà comme cool. J'ai fêté le jour de l'an à peut-être 19 ans avec mon père dans une soirée fétiche. Ma vie est complètement surréelle. Donc, quelle chance j'avais d'avoir des codes et des références normaux. Maintenant, on recule à des choses que j'ai comprises seulement en thérapie. Quand on dit qu'on peut ne pas avoir accès à des choses, vous ne comprenez pas c'est quoi la dissociation traumatique, et à quel point c'est possible de même pas comprendre des choses et que ça nous revient plus tard. À un moment donné, suite au divorce de mes parents, j'étais déjà dans l'industrie du sexe, mon père est venu habiter chez moi. Je l'hébergeais en attendant qu'il ait son appartement. Et là, moi je comprends pas, mais je le fais. Ce que je fais, c'est que je fais toujours du bruit quand je monte les marches. Je prends longtemps avec la clé dans la porte. Et là, c'est qu'après coup, je vais, mais merde, mes mécanismes d'enfance, pour me protéger de l'attraper à consommer de la porno,
Je suis en train de faire les mêmes mécanismes d'évitement. Bon, moi, depuis que j'ai 5 ans que je suis exposée à la consommation de porno de mon père, quelle chance j'ai eu de développer une image saine et normale de mon rapport au corps, à la valeur, à c'est quoi une femme cool. C'est ça, je vous dis, on n'a pas accès à ça tant qu'on est dedans, parce qu'il faut qu'on ait des rationalisations. C'est vraiment le jour où on en sort, puis qu'on se dit, mais quand ça se fait que j'ai jugé que moi, c'était ça mon rôle en société? Je veux vous pointer un autre truc vraiment fucked up, OK? Les personnes qui vont militer pour le droit d'être travailleuses du sexe se retrouvent à militer aux côtés de leurs clients pour leur droit de les acheter. Tandis que moi, je milite aux côtés des femmes victimes pour qu'elles cessent d'être achetées. Comprenez-vous comment c'est fucking surréel? Les Français qui ont signé le manifeste Touche pas à ma pute, là, ben, si t'es une femme travailleuse du sexe, t'es à côté de lui qui dit Touche pas à ma pute. Excusez-moi, là, mais je vais vous dire, quand vous vous questionnez, il y a beaucoup d'enjeux féministes qui sont difficiles, OK? Moi, je me considère féministe radicale comme dans Racine. C'est pas radical, je suis pas hardcore, je vais pas tout casser, radical comme dans Racine, parce que je veux me rendre à comprendre la racine du problème et de ses inégalités et de ses privilèges. Moi, je pense pas que les hommes sont là et que nous, on est là et qu'il faut qu'on atteigne le même niveau qu'eux. Au contraire, je pense qu'il faut que les hommes redescendent de leurs privilèges. Parce que si les hommes étaient socialisés comme les femmes, le coût à la société, il y a un livre que je vous conseille tellement là-dessus qui s'appelle « Le coût de la virilité », écrit par Lucille Pétavin. Elle fait l'exposé de comment, si les hommes étaient socialisés comme les femmes, les comportements déviants et virils en société, que ça soit... OK, il y a les évidences, le viol, les crimes contre la personne, etc., mais je vous en nomme un, moi, qui m'a vraiment flabbergasté, comme on dit en anglais, le fait que 99% des incendies criminels sont allumés par des hommes. Donc, il y a des hommes, c'est un fétiche, hein, moi je mets le feu, je détruis tout. C'est hallucinant. Réalisez-vous, c'est pas de dire tous les hommes. Sortez-moi pas tous les hommes, on le sait, pas tous les hommes. C'est pas ça la question. Moi, je veux que les bons soient fâchés contre les mauvais de les faire mal paraître. Je veux qu'ils arrêtent d'être fâchés contre les féministes de dénoncer. Les hommes, ils doivent se structurer ensemble et vouloir exiger des autres qui soient meilleurs. C'est pas ma job. Moi, mon combat, c'est de guérir les femmes. J'ai assez de jobs comme ça. Donc, on se retrouve dans un monde dans lequel il y a des privilèges, il y a des comportements déviants qu'on laisse aller, on va dire let boys be boys, etc. Mais non, parce que nos prisons sont remplies d'hommes avec des comportements délinquants comme ça, qu'on retrouve pas chez le sexe féminin. Donc, à un moment donné, il faut se questionner. Il y a quelque chose dans notre socialisation, dans nos privilèges qu'il faut être capable de nommer. Et bref, la prostitution, pour moi, est juste le summum de ça. Et, sans grande surprise, vous comprendrez probablement que mon opinion, c'est que la porno, c'est la même chose. C'est de la prostitution qui est filmée pour être revendue un nombre infini de fois. Moi, je vois pas de différence, je ne m'aveugle plus. Je le sais que dans le porno, c'est pire, c'est fou parce qu'en plus, il faut vraiment, vraiment sourire, puis vraiment avoir l'air d'aimer ça, ou les actes dans la porno, étant donné qu'ils sont très visuels, et ça dérape, ça va vraiment loin, je vous nommerai pas tous les termes du porno. Sans compter que, quand les hommes achètent des femmes, dans la prostitution, comme je dis, ils cherchent à faire ce qu'ils ont vu dans le porno. Donc, imaginez, moi, dans mon temps, j'ai été en situation de prostitution il y a 20 ans. J'ai des années de thérapie, des années de lecture, de compréhension. Mais il y a 20 ans, moi, j'étais comme une licorne. Tu sais, les licornes, c'est magique, ça n'existe pas vraiment. J'étais très privilégiée. Je pouvais toujours exiger le condom. C'était un fait que je n'embrasse pas les clients. Et j'avais que 2 services. C'est un complet ou une fellation. Aujourd'hui, ce que les jeunes femmes doivent faire, mais en plus, quand elles tombent dans le truc de girlfriend experience, ça, de jouer à la copine, de devoir lui tenir la main, être vue en public, jouer comme si elle est sa copine pour un week-end, comprenez que ça, là, c'est encore plus dur au niveau de la dissociation. Parce que moi, la façon que j'ai survécu dans la prostitution, c'était d'être très dissociée. Donc, je partais travailler, s'il vous plaît, entendez toujours les guillemets quand je dis ce mot-là. Je partais travailler dans le club, j'avais un body language, une posture, une façon de me présenter, un autre nom, des vêtements, et je faisais mon corps de travail. Et ensuite, je revenais à la maison, j'avais un rituel de douche complètement débile, j'enlevais les germes des clients et je revenais dans ma vie. Puis là, je nettoyais les poignets aussi parce que je les ai touchés avec des mains sales. Vous comprenez? C'était vraiment débile, là. Mais il arrive un point où ça marche plus. Il arrive un point où on n'arrive plus à se déconnecter puis à vraiment... Il y a des femmes qui vont être dans la consommation, qui ont besoin de s'enivrer. Moi, j'étais dans l'extrême contrôle des paramètres. Je buvais pas, je consommais pas de drogue, j'étais à jeun durant mes 6 ans dans l'industrie du sexe et j'étais ultra germophobe et c'est probablement une des choses qui m'a sauvée. Mais ça a des impacts parce que notamment durant le COVID, moi, j'ai eu un dérapage de germophobie, là.
C'est fou, c'est revenu. C'était comme j'ai eu une recrudescence de stress post-trauma durant le COVID. Mais germophobie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On lave la pinte de lait? Qu'est-ce qu'on fait? J'étais plus capable de doser. Tout était des germes partout. J'ai aussi, on ne sait jamais en tant que survivante comment ça peut nous rattraper. Donc, quand je suis sortie de l'industrie, j'ai eu quelques années dans lesquelles je compulsais à nourrir mon cerveau. J'étais comme là, il faut que j'aille à l'université, il faut que je devienne intelligente, il faut que je rattrape le temps perdu. Et puis ça, c'était ma période où je disais, le sexe, c'est tellement primitif. Donc, j'étais dans l'autre extrême. Puis éventuellement, on trouve notre équilibre, éventuellement, on arrive à se guérir, mais il faut aller chercher de l'aide, il faut avoir de la clarté, de la distance sur notre vécu. C'est pour ça que je dis, quand on prend une femme qui est actuellement en situation de violence conjugale, ben oui, elle peut vous informer sur ce qu'elle vit, c'est quoi de quoi elle pense qu'elle aurait besoin, mais je veux dire, pour comprendre vraiment comment s'en sortir, on va aller voir une femme qui a réussi à s'en sortir, pas une femme qui est actuellement embrigadée. Donc, quand nous, les survivantes de la prostitution, on vous dit tout le même fucking message, que c'est pas un travail, que c'est dangereux, que ça crée une dissociation qui amène plein de problèmes de santé, autant mental que physique, ben, il faut nous écouter à un moment donné parce qu'on a dû en sortir et se reconstruire. Tandis qu'une personne qui est actuellement en train de vivre des revenus de la prostitution, ben, elle est biaisée. Parce que c'est son gagne-pain, elle peut pas critiquer la situation dans laquelle elle est, et surtout qu'on sait très bien que les femmes détestent se voir comme victimes. Moi, je dis toujours, admettre que tu es victime d'un système plus grand que toi, ça ne veut pas dire te victimiser. Tu sais, est-ce que j'ai l'air d'avoir une posture de personne qui se victimise? Au contraire, moi, je suis dans l'action, je suis dans comprendre qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Donc, c'est en thérapie où j'ai pu comprendre, oh merde, tous mes mécanismes de défense que j'avais pour pas attraper mon père en train de se masturber. Puis dès que ma mère partait jouer au bingo parce qu'elle était malheureuse, elle essayait d'aller au bingo 4 à 5 soirs semaine. Mon père me couchait tôt pour mettre ses films porno. Je savais que mon père avait travaillé pour la mafia dans les clubs de danseuses quand il était jeune, donc il y avait toute une glorification. Il y a le message véhiculé par les films comme Pretty Woman. Donc moi, j'ai grandi dans ça. En plus, je viens du continent américain, c'est particulier, là. Donc, moi, il y avait toute une glorification dans ma petite tête. Et donc, la première fois qu'on m'offre de l'argent pour du sexe, moi, je pense que je vais tirer mon épingle du jeu puis que je suis cool. En plus, on en ajoute, là, c'est en thérapie qu'on comprend. Harcèlement à l'école, être rejeté, pas avoir beaucoup d'amis, c'est tous des facteurs précarisants pour les jeunes femmes. Donc, tout ça, je n'avais pas accès à cette analyse-là à l'époque. C'est venu seulement après. Parce que justement, j'avais besoin de comprendre, mais comment ça se fait que j'ai eu cette vie de fou, que je pouvais trouver que c'est normal d'aller dans les soirées sadomaso avec mon fucking père. C'est débile. En fait, il m'a jamais touchée physiquement, j'ai pas vécu d'inceste, mais c'est un climat incestueux. C'est malsain de pas protéger ton enfant de la sexualité déjantée du monde des adultes. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu que je déconstruise et que je comprenne en thérapie. Et pour ma part, c'est l'analyse féministe radicale, abolitionniste, qui m'a aidée à me comprendre et à comprendre comment on cesse de sacrifier une sorte de femme à ça et de continuer, génération après génération, de donner ça aux hommes. Donc, mon combat, c'est d'arrêter d'aménager la sexualité des hommes. Les hommes doivent avoir une sexualité avec des femmes qui sont libres et enthousiastes, qui le désirent. Sinon, oui, on est sur les gradients du viol. Non, on est à peine, il y a certains pays qui n'ont même pas, le Maroc n'a même pas reconnu le viol conjugal encore, là. Tu sais, je dis, on habite sur une terre qui a des écarts de valeur pas possibles, là. Alors, je vais vous chanter une chanson. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos a nadar no mar dos que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim.
E pra acabar com esse negócio de você viver sem mim, vamos deixar desse negócio de você longe de mim.